Je faisais un process depuis plusieurs mois. Je me souviens avoir appelé ma mère et je lui ai dit j'ai été prise et tout ça pour le contrat. Elle me dit ah génial, bravo et tout. Et je lui dis non, en fait je vais pas le prendre. Elle me dit pourquoi? Enfin, ma fille, s'il te plaît, arrête tes bêtises avec ton freelancing. Déjà 2020, on a avoisiné, je pense on devait être 80 freelance membres déjà. On commençait à avoir des antennes qui se dessinaient. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi par téléphone. C'est de savoir quels sont vos objectifs, vos cibles et essayer de trouver les synergies qu'il peut y avoir avec votre interlocuteur. Et c'est pas grave s'il n'y a pas de synergie. Et je vois trop de gens. Alors oui, ils discutent avec tout le monde, mais voilà, ils discutent quoi. Il se passe rien derrière et donc c'est là où il faut mettre un peu de méthode et de stratégie. Si vous rencontrez quelqu'un dans un bar un soir, vous discutez avec, vous rigolez, etc. Et puis que vous le revoyez pas pendant un an, plus de son, plus d'images, etc. Et que vous le recontactez un an après pour lui demander s'il va aller au cinéma, il va trouver ça bizarre, quoi. Enfin... Bonjour à tous, bienvenue dans l'Aftermarket, je suis Clément SSV et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Laura Strzelecki. J'ai bien prononcé ou pas? Ça va, parfait, Strzelecki, c'est polonais. Bon, impeccable, c'est polonais. Bon, aujourd'hui je suis super content parce qu'on va parler de réseau, on va parler de comment créer, étendre et puis capitaliser sur son réseau pour avoir plus de clients, décrocher plus de contrats ou décrocher plus d'opportunités si on est salarié. Donc c'est un sujet qui est pas souvent évoqué, mais qui est super intéressant, super utile, universel. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de savoir tout ce que tu vas nous raconter. Juste avant de te présenter, j'ai envie de dire un petit merci. C'est un merci à Factory 5.42. C'est le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. Et c'est chez eux qu'on tourne ce podcast. Voilà Laura, bon ben maintenant que les remerciements sont faits, je te propose de te présenter plutôt. Ouais. Eh ben moi je suis Laura Strzelecki, donc j'ai 32 ans, je suis toulousaine, je suis à mon compte depuis 9 ans en tant que chef de projet marketing digital, consultante en stratégie aussi sur la partie marketing, et je suis aussi la cofondatrice. Et j'ai cofondé un petit truc. Et je suis aussi la cofondatrice d'un collectif de freelance qui s'appelle La Collab et qui va être, on va dire, le business case de notre discussion puisque il s'est fondé sur justement le réseau. Ouais, donc tu as cofondé un réseau de freelance, un collectif de freelance qui fait quand même 1 million de chiffre d'affaires par an et dont 80% du chiffre d'affaires provient du réseau. Exact. Donc ça, c'est absolument incroyable. Vous avez 150 personnes qui sont affiliées à ce réseau activement et vous êtes implanté donc maintenant 5 villes. Tout à fait. Donc bon, tu t'es présenté très humblement, mais je me suis permis de compléter. Si tu veux. Voilà. Donc on va parler de réseau, on va parler de comment est-ce que vous arrivez à générer autant de chiffre d'affaires, autant d'opportunités grâce à l'humain. Mais d'abord, j'ai envie qu'on parle un petit peu... Non mais c'est pas possible, elle va vraiment tomber cette voiture. Voilà, reste là, Ferruccio. On va d'abord un peu parler de ton parcours. Parce que aujourd'hui t'es freelance, aujourd'hui t'as autour de toi 150 personnes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, t'as pas pris le chemin le plus direct vers l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un parcours. J'ai étudié donc à l'université. J'ai d'abord fait une licence de gestion finance. Donc plutôt à la base un profil assez chiffre. J'avais un papa qui rêvait que je sois banquière, donc c'était un petit peu son rêve et parce que travailler dans une banque, c'est la stabilité, c'est sûr qu'il y a du boulot, et puis on gagne plutôt bien sa vie, on a pas mal de congés payés et tout ça. Et moi en fait j'étais plutôt j'avais quand même un esprit plutôt créatif après avoir voulu être coiffeuse, fleuriste. Chroniqueuse à la télé, j'avais envie plutôt d'événementiel et de communication. Au final, petit à petit, j'ai compris que toute la partie marketing, communication me plaisait énormément. Et du coup, j'ai bifurqué sur la fin de mes études sur du marketing, donc un master marketing que j'ai fait en alternance dans un fonds d'investissement. Ensuite, qui m'a recruté en tant que responsable marketing et communication.
Mon père était très content puisque c'était une filiale du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, donc on y était dedans. Et moi, j'avais mon poste de marketing. Et en fait, c'est un milieu qui est assez complexe au final, mais qui m'a énormément passionnée parce que j'ai été au contact justement de dirigeants de PME, puisqu'on investissait beaucoup dans des PME. Et j'ai découvert plein de modèles économiques, plein de visions entrepreneuriales, etc. Chose que je n'avais jamais côtoyée jusque-là. Et même si j'étais quelqu'un d'assez ambitieuse, assez carriériste, on va dire, parce que je rêvais d'un poste de direction marketing dans un grand groupe, par exemple chez Pierre Fabre, ça m'aurait bien plu. À l'époque où j'étais étudiante, finalement, en découvrant cet écosystème de dirigeants, ça a m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, on va dire. Et il y a des dirigeants qui t'ont inspiré plus que d'autres ou pas? Non, je pense que c'est vraiment un écosystème. C'est plein de rencontres que j'ai faites, plein de visions. Bien sûr, il y a des rencontres qui sont plus marquantes que d'autres. D'ailleurs, j'ai eu énormément de mentors pendant tout, on va dire, mon développement. J'ai encore ma dernière mentor, c'était dans un cadre un peu plus formel que peut-être mes précédentes, mais c'était Karine Tardon de l'entreprise Karine et Jeff, qui est tu vois, c'est une entreprise qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires, qui est présente aux États-Unis maintenant. C'est une femme ultra inspirante qui a qui a fait 7 enfants et à qui elle a fait l'école en plus de monter son business. Et elle a un mindset de fou. Et du coup, c'est vrai que le mentorat des gens comme ça qu'on croise, c'est inspirant. Et j'ai aussi eu la chance que ces gens que j'ai croisés me fassent confiance, me portent, me recommandent aussi à leur réseau, notamment. Ouais. Et donc, suite à cet écosystème de dirigeants, mon expérience dans un fonds d'investissement, j'ai souhaité partir sur une expérience à l'étranger parce que c'était un petit regret que j'avais de mes études. J'ai toujours bossé à côté de mes études, du coup, partir à l'étranger, faire un Erasmus, plus travailler à côté pour financer, etc. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai eu une opportunité d'aller travailler dans une agence digitale à Barcelone. Et donc, j'ai saisi cette opportunité, ce qui m'a permis aussi de développer mes compétences sur la partie digitale parce que la finance, c'était pas le secteur le plus précurseur sur le sujet. Et je sentais bien que si c'était quelque chose que je développais pas dans mon activité, mon profil et mes compétences, ça allait très vite me manquer. Et donc, j'ai eu cette opportunité. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas fonctionné pour X raisons. Et en fait, je me suis lancée à mon compte à ce moment-là. Alors, tout le monde dit, beaucoup de gens aujourd'hui disent, je me lance à mon compte par choix, par conviction. Et j'avoue que c'était un peu pour moi par défaut. Alors, pas parce que j'allais pas trouver un job, mais parce que je voulais rester vivre à Barcelone. Et que je voulais pouvoir avoir du temps pour profiter d'apprendre la langue, etc., de découvrir de nouvelles choses, me former encore plus au digital. Et puis j'avais un premier client qui était prêt à me faire confiance, à me faire travailler en freelance. Et donc, je me suis lancée à mon compte. Et sur la première année à mon compte, donc ça, c'était en 2014, j'ai eu 1, 2, 3 clients qui m'ont fait confiance de mon réseau. Et de là, après, a découlé la collab, notamment, où je me suis posé la question au bout d'un an, quand j'ai passé le palier de l'auto-entreprise, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lances une agence de com ou digital à Barcelone, l'antenne française d'une agence, c'était un de mes projets. J'avais contacté pas mal d'agences. D'ailleurs, j'ai fait 2 process de recrutement, dont un où je suis allée au bout. Et quand je les ai eu au téléphone, qui m'ont dit on te prend. Donc c'est pour être directrice d'agence à Barcelone. C'était un CDI du coup. Et en fait, ils m'ont dit oui. J'ai dit ok, très bien, super. J'ai raccroché. J'ai réfléchi. Je me suis sentie très mal. Pas du tout. C'était pas une bonne nouvelle. Ouais, c'était finalement pas une bonne nouvelle, alors que je faisais un process depuis plusieurs mois. Je me souviens avoir appelé ma mère et je lui ai dit, j'ai été prise et tout ça pour le contrat. Elle me dit, ah, génial, bravo et tout. Et je lui dis, non, en fait, je vais pas le prendre.
Elle me dit, pourquoi, enfin, ma fille, s'il te plaît, arrête tes bêtises avec ton freelancing. T'es déjà pas bancaire, alors C'est ça, arrête les tes frais. bêtises, quand même, sois raisonnable. Et j'ai dit non, je sais pas, je le sens pas, je sais pas ça, c'est pas comme ça que je vois le marché de la com, c'est pas comme ça que je vois mon métier, c'est pas non plus sur la structure typologie agence que je vois l'avenir pour les clients. Donc je voyais naître en fait en moi le concept de la collab et du coup j'ai décliné et j'ai créé la société La Collab qui a mis plus d'un an. J'ai mis plus d'un an à coucher quand même le concept de La Collab qui était le concept de collectif de freelance du coup en marketing, communication et digital sur lequel j'ai embarqué on va dire les premiers freelance avec qui je travaillais déjà sur des projets. Eux, ils m'ont dit ah ouais ça a l'air trop cool et tout, trop bonne idée, vas-y on te suit Laura, trop cool, vas-y on fait ça, on se met ensemble, voilà, ça prenait sur un petit noyau de 10 personnes. J'ai fait aussi la même démarche côté client en disant qu'est-ce que vous pensez de travailler avec un collectif de freelance. Alors là, j'avoue qu'ils étaient à l'époque beaucoup plus sceptiques. Ouais. Ils m'ont dit Laura, ça a l'air sympa, mais un peu farfelu ton truc collectif, ça fait un peu artiste. Fais une agence de com comme tout le monde. Et ça, non, j'avais vraiment, je voyais qu'en fait le marché de la com, il était un peu opaque, il manquait de transparence, il était un peu trop traditionnel. C'était difficile en fait de plus en plus de répondre en tant qu'agence sur des compétences pointues, hyper spécialistes, hyper spécifiques, et je trouvais que la flexibilité d'une équipe de freelance était beaucoup plus entre guillemets adaptée à ce que le marché allait nécessiter demain. Ouais. Et donc voilà, la collab est née en 2015. Et du coup, c'était quoi un petit peu les débuts de la collab? Au début, vous faisiez des après-midi dans des cafés plutôt que travailler chez vous. Ça prenait. C'était quoi les premiers projets? Tout début de la collab, je vivais encore à Barcelone et donc je travaillais avec des free qui étaient pas forcément à Barcelone. J'en avais certains, mais pas tous. Il y en a qui étaient en France, notamment à Toulouse. Donc ça a été toujours un petit peu nomade. Hein. Ça a été des discussions, des visios, des calls. Je crois qu'à l'époque il y avait même pas Slack. Hein. On devait parler sur WhatsApp, je pense, ou je sais plus trop. Mais voilà, c'était plus de l'échange, du brainstorming. En fait, le premier site de la collab qu'il y a eu, ça a été un site qui a été fait par plusieurs freelances. On l'a tous co-construit, tous imaginé. Le logo de la collab, la charte graphique de la collab, c'était une freelance du collectif aussi, qui en était à l'initiative. Ça a été vraiment un projet quand même qui a été co-construit. Et au début, c'était quelques clients, surtout les miens, qui faisaient appel à la collab. En fait, ils faisaient au début surtout appel à Laura. Et puis il y avait la collab derrière, quoi. Et après, petit à petit, à force de construction du modèle, de l'écosystème, les gens viennent plus pour la collab que pour Laura. Ok, d'accord. Et heureusement, c'est ce que c'était le projet, c'est ce que je voulais. C'était surtout que ça ne dépende pas de moi. Que ça ne dépende pas de toi. Aujourd'hui, c'est plus grand que toi et. Oui, et c'est très bien comme ça. Ouais. C'est absolument ce que je voulais. Et comment ça a été quoi un peu les moments où tu t'es dit ok là ça accélère, les moments qui ont fait le lien un peu entre on est 10, on se fait des calls sur WhatsApp et je suis Laura Steletsky, je gère un collectif de freelance de 150 personnes sur 5 villes. Ça a été quoi les moments où tu sentais que ça commençait vraiment à accélérer? Ouais, alors il y a plusieurs moments clés. Je dirais que le premier moment clé, c'est quand je me suis associée avec Célia, donc qui est mon associée historique à la collab. Célia, je l'ai rencontrée en 2016, donc un an après la création. C'était le tout début de la collab. Et je l'ai rencontrée sur LinkedIn. Voilà. On s'est parlé sur LinkedIn, on s'est vu en vrai. Je suis rentrée vivre à cette époque-là à Toulouse, donc on a commencé à aller à des événements ensemble, à passer du temps ensemble, puis à répondre à des projets ensemble. Et je lui ai parlé, elle connaissait le projet de la collab, je lui ai parlé plus en profondeur de ma vision de vers où je voulais aller. Et on a été assez alignés. Et du coup, elle a racheté une partie de mes parts. Et donc là, ça a vraiment été un signal pour moi. Ok,
j'ai convaincu quelqu'un que c'était un projet qui avait de l'avenir et elle a été prête à racheter une partie de mes parts. Ça, c'était un vrai signal positif. Et son arrivée dans le collectif a donné aussi une autre dimension parce qu'elle avait beaucoup aussi d'ambition pour le projet. Elle y croyait vraiment, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'engagement. Et du coup, première accélération. Deuxième accélération, je pense que c'est, je la daterai vers 2018. Je pense que c'est le moment où arrive sur le marché Malte. Ouais. Qui est quand même un acteur qui a énormément évangélisé, notamment côté client, le concept du freelancing. Parce qu'au début, c'est vrai que, moi, quand je me suis lancée à mon compte, les gens pensaient vraiment que je m'étais mis en freelance parce que j'avais pas trouvé de travail, quoi. Alors que, en 2018, il y a quelque chose qui change dans le mindset à la fois, sur le regard du freelance, quoi. Et troisième accélération, je pense que c'est le Covid 2020. Ouais. À la fois parce que il y a eu une prise de conscience de la part des travailleurs et beaucoup de gens se sont tournés vers le freelancing pour leur façon de délivrer du travail. Donc ça a mis une accélération. Ça a mis une accélération aussi auprès des entreprises parce que vu qu'on a démocratisé le télétravail, faire travailler des freelances, en fait, c'est à peu près la même chose. Voilà. Et pour Célia et moi, qui étant historiquement ensemble, on avait déjà commencé à travailler sur la duplication du modèle. Alors plus par opportunité parce que on a eu une première freelance qui nous a dit je m'en vais vivre là-bas, je vais créer la collab là-bas. Ok, si tu veux, vas-y, do it. Et une deuxième. Et en 2020, donc on se retrouvait avec trois villes, qui étaient donc Toulouse historique, Paris et Barcelone. Aujourd'hui, on n'a plus Barcelone, mais qui était à l'époque ça. Et du coup, nous, en plein Covid, en fait, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on imagine pour la collab. Parce qu'il faut savoir que le jour quand même où on s'est associé en 2017 du coup avec Célia, on s'est tapé dans la main et on s'est dit notre projet de vie c'est on vit à Toulouse tranquille, on va faire un petit collectif de freelance, on va être 20-25, on va gagner notre vie 2005, on est bien, on fait nos enfants et puis voilà le projet quoi. Okay. Et donc là, déjà 2020, on a voisiné, je pense, on devait être 80 freelance membres déjà. On commençait à avoir des antennes qui se dessinaient de villes. Et du coup, on s'est vraiment posé la question pendant le confinement. En gros, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire de la collab ? Quel est le projet ? Parce que quel est le projet ? Ça change quand même beaucoup de choses dans nos vies. Là, soit tu freines les choses, soit tu embrasses la croissance et tu pars sur d'autres bénéfices, mais d'autres emmerdes, quoi. Exactement. Et en fait, du coup, et puis ça change nos vies, en fait. Parce que nous, aujourd'hui, on est toujours freelance du collectif. Donc, on a toujours nos propres clients. Mais quand même, la part qu'on passe à gérer la collab, on va dire, elle est beaucoup plus grande parce que plus on est de freelance, plus on a de clients, plus il y a de choses à faire. Et donc, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis directrice du développement à la collab. Donc, je m'occupe de toute la partie marketing, communication, stratégie, vision financière, développement des partenariats et tout ce qui est recrutement en gros mon rôle c'est d'accompagner les nouveaux les freelances qui veulent lancer un La Collab chez eux quoi dans leur ville. Et donc je dois transmettre la méthodologie de la création d'un collectif à ces personnes-là. Célia elle est plus sur directrice des opérations, donc elle va être plus sur la partie compta, finance, RH, mise en place de process, toute la partie recrutement freelance, etc. Et on se combine comme ça. Mais moi, par exemple, ça sous-entend que je me déplace presque toutes les semaines dans une des villes de France qu'on a ouvert. Voilà, je suis toujours sur la route et puis je fais un métier qui est quand même différent de ce que j'aime faire parce que moi je suis passionnée par mon job par de le consultante. Projet de market digital. Voilà. Et quand je fais du commercial ou de la prospection ou même quand je fais du coaching pour aider quelqu'un à lancer un collectif, c'est un autre métier pour moi, tu vois. Et donc ça a été une vraie question qu'on s'est posée avec Célia. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie pour nous. Et en fait on s'est réassociés en 2020
parce qu'on a même restructuré juridiquement la collab. Parce qu'aujourd'hui, il y a une société mère qui s'appelle La Collab Society, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, il y a des filles, et donc chaque ville a sa structure. Alors, il y a la Collab Toulouse, par exemple, et après, il y a une structure, pour l'instant, un peu chapeau, qui joue le rôle de pépinière, qui s'appelle la Collab Nomade, et qui héberge les collectifs qui sont en cours de création. C'est-à-dire que pendant une durée de 1 à 3 ans, la Collab Nomade va héberger le collectif en création jusqu'à ce qu'il fasse assez de chiffre d'affaires et qu'il puisse vivre de lui-même. Ok, c'est quoi l'avantage de faire ça? C'est simplement que dans la prise de risque, en fait, il y a une entité qui mutualise, les risques. qui mutualise les risques et qui partage les risques, qui sont solidaires entre eux. Bon, c'est aussi tout le concept de la collaboration, etc. Mais voilà, c'est un tremplin en fait pour les freelances qui veulent lancer un collectif, de pas partir from scratch et d'avoir déjà une entité juridique. Comme une pépinière, tu vois, une couveuse, je sais pas comment tu peux l'appeler, Okay. qui les héberge dans leur projet et le temps qu'ils décollent, quoi. Wow, ok. Et donc, tu vois, ça, du coup, ça a changé aussi pas mal de choses et ça a donné vraiment un nouveau départ à la collab parce que on change d'échelle. Et donc là, on est sur du scale aujourd'hui, voilà, et on en est à 5 villes et on devrait être autour de 7 ou 8 villes d'ici 2-3 ans, quoi. Donc on est sur une ville par an à peu près en termes d'ouverture, quoi. Et donc c'est un collectif qui se gère par lui-même, qui avait une espèce de collectif de décision avec plein de membres, et t'as pas vraiment une mainmise complète, même si c'est toi à l'origine la fondatrice, sur la décision. Est-ce qu'il y a des moments où ça a été problématique, où t'étais pas du tout en accord avec la vision qui a été prise, et inversement? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que en fait, moi, ce que je regrette pas du tout, c'est que j'ai fait un modèle qui est capitalistiquement ouvert, qui est dans la gouvernance très horizontale, très participatif, et j'ai énormément délégué. Par exemple, la ville de Toulouse, on l'a donné à Théo Chauvière, qui est aujourd'hui qui est associé et président. Et du coup, c'est accepter de faire confiance. Et je pense que, je vais pas parler de toutes mes expériences entrepreneuriales, mais si j'ai pu faire tout ça dans ce laps de temps, c'est aussi parce que j'étais énormément entourée et que j'ai délégué des responsabilités et des choix à plein de gens autour de moi. Et donc, dans cette gouvernance participative, par exemple, à titre pour quelque chose de concret, nous, par exemple, on a au niveau de Society, donc de la maison mère, on a un comité qu'on appelle de pilotage qui réunit à la fois les freelances, les partenaires du collectif, les clients du collectif, alors on a 2 alternants, donc les salariés, on va dire, du collectif, et on a une démarche très transparente, ouverte. On va leur montrer les comptes, les résultats. On va leur demander leur avis sur les prochains investissements sur l'année qui va venir. C'est un comité de pilotage, donc ça, c'est des choses très ouvertes. Donc il faut accepter, en fait, de laisser la main à d'autres personnes qui vous entourent. Et puis clairement, moi aujourd'hui, la collab. J'apprends qu'il se passe des choses quand je les vois sortir sur les réseaux sociaux, quoi. Ah tiens, on a fait ça. Ah ouais. C'est sympa ça. Ou alors des fois t'es là, ça sent pas bon, quoi. Et puis comme ça arrive que des fois même je sois consultée, on va dire en toute fin de réflexion sur une idée, sur un projet, et quand on me le présente, je vais peut-être dire non. Et même si je dis non, ils vont quand même le faire. Et puis ça c'est magique parce que, en fait, s'il y a 5-10 personnes qui ont réfléchi à un sujet, ils ont souvent plus raison que moi, toi, toute seule. Réfractaire au changement. Voilà. Et des fois, j'ai raison. Ouais. Donc, je vous l'avais dit. Un exemple d'une fois où justement t'étais pas aligné. Ouais. Par exemple, on a sur une personne qui a rejoint la communauté, donc on a chez nous par exemple des meneurs de projets, donc c'est des profils assez stratégiques qui ont un rôle assez stratégique dans le collectif. Et par exemple, moi j'ai déjà dit non, je sens pas cette personne, je vois pas cette personne, j'y crois pas.
c'est pas personnel, mais c'est plutôt professionnel. Et tout le monde m'a dit si, par exemple. Et donc, on y est allé, quoi. Et donc, on a créé une collaboration qui s'est plus ou moins bien passée, plus ou moins bien finie. Et donc, voilà, c'est des petits signaux comme ça où des fois, Ouais, tu le sentais pas, t'as bien raison. Voilà. Mais bon. Et plein de fois, je me suis trompée. Ouais. Et je pense que je me trompe plus souvent que ce que j'ai raison. Et c'est ce qui me rassure et c'est ce qui me donne aussi envie de faire confiance à la prise de décision collective. Et ce qui me fait aussi dire que c'est la richesse de l'intelligence collective, quoi. Donc, c'est ça qui t'a permis aussi de scale. Donc, de lancer des villes. Au final, c'est pas vraiment toi qui t'es dit, vas-y, on va lancer Marseille, vas-y, on va lancer Paris, on va lancer Nantes. En fait, c'est des gens qui ont eu l'initiative. Du coup, grâce au réseau, des gens qui étaient autour de toi et du coup qui ont fait grandir ton projet. Du coup, on en arrive au réseau. C'est fou, c'est bien ficelé. Écoute, parfait, ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi. Et du coup, on va faire cette deuxième partie sur un peu plus comment vraiment, pratiquement, développer son réseau pour trouver des clients, pour trouver des opportunités. Voilà. Qu'on soit freelance, toi tu vas plus nous parler du freelance, mais en soi, un commercial qui veut développer son chiffre d'affaires, ses commissions à la fin du mois, s'il a un meilleur réseau, il aura de meilleurs contrats, on va penser à lui, et du coup il aura un meilleur salaire. Et pareil, si on est salarié, si on a un meilleur réseau, on aura de meilleures opportunités professionnelles, on va évoluer plus vite, etc. C'est quelque chose de... Voilà. Ça s'applique à tout, quoi. Ça s'applique à tout. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu des méthodes qui te permettent de rencontrer de nouvelles personnes, de créer de nouveaux liens? Alors, justement, juste pour rebondir, moi, je dis souvent qu'en fait, pour générer de la croissance quand on est dans l'entreprise, il y a 3 leviers. Il y a ce qu'on appelle le payant, quoi, le paid ou en anglais. Donc, ça peut être une stratégie d'acquisition digitale. Vous mettez de l'argent dans Google Ads et voilà. Ça peut être aussi acheter, je sais pas, une technologie, acheter une entreprise, faire de la croissance externe. Donc ça, c'est un modèle de développement. Et ensuite, il y a 2 autres leviers qui sont pour moi l'interne, qui sont propres à l'interne. Donc créer une communauté de collaborateurs qui vont être ambassadeurs du vivier. Et la troisième chose, ça va être plutôt le réseau de partenaires plutôt externes qui peuvent s'appuyer sur des fournisseurs, des clients, etc. Et le concept de la collab, c'est basé sur le niveau 2 et le niveau 3, on va dire, principalement. D'abord, je pense, sur le niveau 2, donc c'est la partie plus interne. Alors pour moi, les internes, enfin la collab, c'est les freelances, en gros. C'est le réseau de freelance, ceux qui collaborent sur les projets. Et donc, en gros, comment j'ai rencontré ces premiers freelances? C'était concrètement sur des choses, sur des projets. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait toujours à la collab à l'heure actuelle. C'est que quand on intègre de nouveaux freelances dans le collectif, c'est tout le temps parce que on va travailler ensemble sur un projet. On a quelque chose de concret. On s'assoit autour d'une table. On va travailler ensemble sur un sujet. Donc, je trouve que le concret, ça, c'est quelque chose qui est un élément important. Ensuite, comment on rencontre aujourd'hui, après plusieurs années, des freelances? On rencontre en prenant le temps déjà. Ça, c'est hyper important quand on est sur une stratégie de réseau. Il faut prendre le temps de connaître les gens et prendre le temps de vraiment les connaître. Je dis souvent qu'à la collab, nous, par exemple, à Marseille, ils se sont rebaptisés, le collectif de Marseille, c'est la famille Marseille bébé, quoi. D'accord. Donc, tu vois, c'est la famille, tu les vois ensemble, ils se voient le week-end, ils vont à la plage ensemble, ils font des restos, c'est des gens qui se connaissent vraiment et qui ont envie de vraiment passer du temps ensemble et qui s'apprécient à la fois personnellement et professionnellement. Et je trouve que ça, c'est très riche parce que c'est là, on crée le cocon et le climat favorable à, vertueux de croissance. Donc voilà. Après, par exemple, aujourd'hui, les freelances qui nous rejoignent, soit ils nous ont connus en tapant un collectif de freelance sur Internet, mais pour la plupart, ils ont été cooptés par des freelances qui nous ont déjà rencontrés ou avec qui font déjà partie du collectif. Donc la cooptation, donc c'est un peu la recommandation, ça va être aussi un des leviers hyper importants.
et hyper sûr parce qu'en fait, si un freelance parle de la collab à un autre freelance, c'est sûrement parce qu'il sait déjà qu'il y a un mindset commun, quoi. Ouais. Donc voilà, pour répondre à la question sur la partie freelance, comment c'est constituer la communauté, c'est comme ça. Après, nous, aujourd'hui, on a un process, hein, parce que quand on gère un volume, parce que donc, du coup, je disais qu'il y avait 150 freelance membres du collectif, mais on a plus de 900 freelance qui sont référencés. C'est-à-dire, référencés, ça veut dire qu'on les a déjà rencontrés au moins une fois. Ok. Donc, il y a quand même une volonté de créer aussi les opportunités, aller rencontrer les gens. Moi, j'arrête jamais de rencontrer des gens. J'ai toujours un Calendly ouvert et des fois, encore pas plus tard qu'hier, j'ai parlé, j'avais un call Calendly de 30 minutes avec une personne. Je suis arrivée sur le call, je savais même plus comment, pourquoi on se parlait, etc. Je savais juste qu'il y avait une personne qui nous avait mis en relation et qui m'avait dit, tiens, ça serait intéressant que vous vous échangiez. Je ne savais pas si c'était un client, un partenaire, un freelance, enfin. Et au final, super échange. Finalement, c'est plutôt un profil freelance qui voudrait rejoindre le collectif parisien. C'est un profil que je recherche depuis déjà 2 ou 3 mois. Puis alignement des planètes, ça se passe bien. Et donc toujours rester dans cette dynamique de rencontre, d'ouverture. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'animation de son réseau. Bah justement, comment on fait ça ? L'animation du réseau. Alors ouais, et puis générer finalement ces rencontres-là, c'est cette envie des autres d'aller discuter avec toi et en fait attirer ces opportunités-là à soi, personnellement. Je pense que c'est une posture ouverte. Je pense que moi je suis présente par exemple sur LinkedIn, je prends la parole, je vais à des événements en physique, donc ça donne des opportunités aussi de me rencontrer. Quand les gens viennent me parler sur LinkedIn, je réponds. Quand on commente une publication, je la réponds. Quand je suis dans un événement physique, qu'on me parle de la qualité du fromage ou du vin qu'on nous sert, j'en parle avec eux. Toujours. Fait chaud, hein. Ouais, voilà, fait chaud. On peut T'as parler. des stratégies comme ça dans les événements ou pour rencontrer un peu plus de monde ou pour déclencher la parole? Ouais, le buffet, c'est pas mal. Le buffet, c'est pas mal, ouais. Ouais, le buffet, commenter le buffet, c'est pas mal. Après, je pense que, il faut oser. Ouais. Je pense que en fait, c'est très français. On a toujours peur d'aller déranger, etc. Ou je sais pas, de faire ce premier pas. C'est très français parce qu'en fait, tous les gens sont là à un événement pour réseauter et networker et ils ont tous envie de parler les uns avec les autres. Et donc, finalement, arriver et dire, salut, moi, je suis Laura, je suis consultant marketing et toi? Enfin, restons simples. C'est la vie réelle, restons simples. En fait, juste de dire ça n'offusque personne, en fait. Et justement, la plupart du temps, il y a une bonne réaction, les gens se présentent à leur tour, et puis on crée l'échange et la discussion. Après, je pense que pour arriver à vraiment basculer sur un échange, c'est sa capacité à questionner l'autre et à avoir une vraie empathie pour l'autre. Et alors, comment est-ce que tu fais justement pour pas rester que sur le buffet, pour comprendre vraiment l'autre moi, je pars assez vite quand même sur l'activité professionnelle parce que quand tu es dans un événement business, les gens sont là pour ça. Donc après avoir rigolé sur le fromage est pasteurisé ou pas pasteurisé, du coup la question suivante et pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui vous amène ici, ça vous a plu la conférence qu'il y a eu, c'est un sujet qui vous parle, vous connaissiez, qu'est-ce que vous en avez pensé, questions ouvertes. Des questions où surtout on ne peut pas répondre par oui et par non et où la personne elle doit développer. Et puis ensuite, pas avoir peur de dire voilà qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Déjà le faire soi, ça donne la confiance à l'autre pour le faire en retour. Et après, une fois qu'on a brisé la glace, on va dire, et qu'on a suscité l'échange, qu'on a compris qui était l'interlocuteur qu'on a en face de nous, ça c'est quelque chose que je fais aussi par téléphone. Beaucoup, c'est avoir une approche assez honnête et transparente qui, à mon sens, est une preuve de respect pour le temps de l'autre. C'est de savoir quels sont vos objectifs, vos cibles
et essayer de trouver les synergies qu'il peut y avoir avec votre interlocuteur. Et c'est pas grave s'il y a pas de synergie. Donc ça, c'est dans notre stratégie de partenariat, par exemple, c'est assez fort. C'est quand je rencontre quelqu'un avec une autre entreprise avec qui potentiellement je peux faire du business. Donc j'essaye de qualifier. Est-ce que c'est un freelance? Est-ce que c'est un potentiel client? Ou est-ce que c'est un partenaire? En fonction de ça, bien sûr, les objectifs sont différents, mes attentes sont différentes. Si c'est un freelance, je sais un petit peu les métiers que je recherche actuellement pour les projets, etc. Donc, on va parler peut-être plus de ça. Si c'est un client, je vais aller découvrir son besoin, comprendre son business, voir comment je peux l'accompagner, je peux lui être utile. Si c'est un partenaire, je vais lui demander quels sont tes sujets chauds du moment, tes objectifs. Alors, plutôt à court terme, parce que si vous voulez faire une activation de partenariat, il faut qu'il y ait un alignement des objectifs court terme des deux parties. Je vais parler des cibles. C'est qui, à qui tu t'adresses sur tes produits. Je vais regarder si on a à peu près les mêmes cibles, etc. Si on a alignement des objectifs, alignement des cibles, généralement, c'est qu'il y a quelque chose à faire ensemble. Et s'il n'y a pas alignement, ce n'est pas grave. C'est juste qu'on a, et peut-être que à moyen long terme, on aura un alignement. On a fait une super connaissance, on rentre, on s'ajoute en contact sur LinkedIn, on reste dans le mindset de la personne grâce à des publications ou un petit message de temps en temps s'il y a une opportunité. On se recroisera à un événement, on pourra se saluer, se demander des nouvelles. Et voilà. Et s'il y a alignement des planètes, comme je viens de dire, et du coup, là, on peut dérouler sur, OK, c'est quoi la roadmap, c'est quoi les next steps, comment on avance ensemble. Et dans un événement, moi, ça m'est arrivé de dire, non, mais là, on prend un rendez-vous, on se recale un temps d'échange, on sort tous les deux nos agendas, et voilà. Et des fois, quand on va exprimer ses objectifs ou ses cibles, par exemple, si je te croise et je te dis, écoute, là, nous, 2023, la collab, c'est focus grand groupe, on veut absolument travailler avec des grands groupes, plus de grands groupes, dans tel secteur. Toi, tu vas me dire, mais c'est trop drôle, enfin, moi, j'ai bossé pendant 3 ans dans telle boîte, ce qui est un grand groupe de tel secteur. Trop bien, tu connais le responsable du pôle, bien sûr. Et là, ne pas avoir peur d'aller jusqu'à dire, est-ce que tu penses que tu peux faire une mise en relation, une mise en contact? Alors, c'est toujours mieux d'avoir une mise en relation où il y a une introduction par l'autre personne que simplement le nom et le contact et qu'ensuite vous y allez, j'appelle de la part d'eux. Mais bon, voilà, on peut aller jusque-là. Par contre, la recommandation, elle sera plus facile à demander si vous avez déjà créé une vraie relation de confiance avec cette personne. Et du coup, le fameux partenaire qui, lors de votre première rencontre, il n'y avait rien à faire ensemble, que vous allez recroiser 1 an après dans un événement et que vous allez vous remettre à jour sur où vous en êtes de votre business et activité, c'est déjà la 2e fois qu'il vous voit. S'il faut, entre-temps, il vous a vu sur LinkedIn, vous avez rapidement parlé par email, et du coup, par exemple, là, il sera plus apte à vous recommander. Donc, la répétition. La répétition, tout à fait. C'est en fait la régularité. Je pense que, dans le business, c'est vraiment comme dans la vraie vie quand vous faites des rencontres amicales, quoi. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un dans un bar un soir, vous discutez avec, vous rigolez, etc. Et puis que vous le revoyez pas pendant 1 an, plus de son, plus d'images, etc. Et que vous le recontactez 1 an après pour lui demander s'il va aller au cinéma, il va trouver ça bizarre, quoi. Voilà. C'est un parallèle avec la vie de tous les jours. Mais en fait, professionnellement, c'est bizarre. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut prendre le temps de connaître les gens et de vraiment les connaître. Et avoir vraiment envie de passer du temps avec eux. Et c'est pas grave si le y a pas le feeling, on n'en a pas besoin. Oui. C'est ça Exactement. Donc, c'est une vision après long-termiste, hein. De toute façon, je pense que quand on lance une activité, telle qu'elle soit, une entreprise, on passe les 3 premières années à planter des graines, quoi, qui pousseront petit à petit, quoi, et qui feront des beaux arbres peut-être dans 10 ou 15 ans. Mais bon, voilà, après, ils seront des arbustes. Enfin, voilà, ça évolue petit à petit, quoi.
Bon, après, ça fait des arbustes qui sont implantés dans 5 villes en France, c'est pas trop mal. Mais ouais, carrément, ouais, c'est ça, c'est ce principe de construire sans rien attendre en retour pour pas être pushy, mais aussi être dans la relation de façon répétée pour que finalement t'arrives pas en mode ouais, salut, au fait, on s'est pas parlé depuis 2 ans, mais j'aurais besoin d'une reco parce que lui, tu le connais. C'est ça, exactement. C'est le savant mélange. Et du coup, là, tu m'as fait penser à. J'ai beaucoup donné gratuitement. Sur plein de choses et je le regrette absolument pas parce que en fait souvent on me dit mais Laura enfin toi tu pourrais te faire payer pour le faire quoi. OK oui je pourrais me faire payer bien sûr mais en fait moi de donner ça m'a toujours j'ai toujours reçu fois 1000 et notamment dans toutes les stratégies de partenariat etc. C'est vrai qu'on va toujours essayer d'équilibrer un win-win d'avoir ce côté gagnant-gagnant. Mais des fois, sur un partenariat, vous donnez plus que ce que vous recevez. Mais dans l'ensemble, il faut que ça se compense, quoi. Dans la vision globale, il faut que ça se compense. Mais c'est quand même bien d'avoir cette notion de win-win quand on échange aussi avec les gens pour pas que les relations soient déséquilibrées, quoi. Ouais. Et je vois trop de gens, juste pour revenir sur la partie événement. Alors oui, ils discutent avec tout le monde, mais voilà, ils discutent quoi. Il se passe rien derrière et donc c'est là où il faut mettre un peu de méthode et de stratégie et il faut être clairvoyant dans nous ce qu'on attend des gens et aller voilà susciter c'est la différence. L'opportunité. C'est le milieu à trouver entre être le touriste qui parle du buffet et être le putain de shark qui entre dans la pièce 30 minutes en retard pour louper la conf, arriver juste 5 minutes avant pour repérer les gens, ensuite aller au buffet et parler à tout le monde dans la salle. C'est ça, il faut trouver le juste milieu, mais je pense que le juste milieu c'est voilà, essayer d'être naturel, essayer d'être vrai, de se mettre à la place des gens avec qui on discute, quelle est l'approche qu'on apprécie. Après, en icebreaker, si vous connaissez quelqu'un, c'est bien de, on va dire, un peu rester un peu avec cette personne pour que elle vous présente à d'autres gens et que ça ouvre sur d'autres discussions. Ouais, après, je pense qu'il faut être naturel, en fait. Voilà, vous allez vers les gens qui vous inspirent confiance, avec qui vous avez envie de parler. Ouais, des fois, il y a des gens, tu les vois comme ça, t'as envie d'aller leur parler. Ouais. Et en fait, souvent, tu leur parles et en fait, ça se passe trop bien. Mais oui. C'est une espèce de chimie, quoi. Ouais. Et des fois, ça se passe pas bien et tant pis, quoi. Ouais. Enfin, next, tu vois. Je sais pas, j'étais à un événement une fois, et puis il y a un mec, je sais pas, je le trouve trop stylé, tu vois. Et il est méga bien habillé, je sais pas, un petit flow, tout ça. Bon, il avait l'air sympathique, tu vois. Et bon, bref, toute la soirée passe. Et puis finalement, en fait, il passe devant, et je fais, sympa, les chaussures, machin, machin. Et puis au final, il est passé dans l'aftermarket. Il se reconnaîtra. Et voilà, c'est Rémi du coup qui est passé et voilà. Et en fait, tu sais pas pourquoi des fois il y a des gens comme ça, tu les vois et puis tu te dis on va bien s'entendre. Ouais. Et puis t'as surtout osé. Et t'as osé provoquer l'opportunité. Ouais, carrément. Et il faut oser dire les choses, il faut oser, faut oser ses ambitions en fait, et aller déclencher les opportunités. Je pense qu'il faut pas attendre que ça se fasse tout seul, quoi. Vous êtes acteurs et on est tous acteurs et moteurs de ça, quoi. T'as des petits hacks pour faire ça, mais finalement dans le monde digital, un peu plus ouvert et pas attendre qu'il y ait un événement. Après, par exemple, c'est pas forcément 100% digital, mais de mettre en place une stratégie de partenariat dans son entreprise, ça marche en B2C, ça marche en B2B. Hein. Il y a plusieurs façons de faire du partenariat, mais je pense que c'est un vrai levier de croissance. Je le disais tout à l'heure, les partenaires, ça peut être des prescripteurs, donc des gens qui vous recommandent parce que vous avez des activités complémentaires en termes de business. Ça peut être vos fournisseurs, ça peut être vos clients eux-mêmes. Donc, si je prends l'exemple numéro 1 des prescripteurs, vous pouvez avoir une stratégie où vous savez quelles sont les entreprises ou les interlocuteurs qui vont être de bons prescripteurs pour vous. Je donne mon exemple. Sur la collab,
On sait que aujourd'hui, toutes les personnes qui sont, les sociétés qui sont dans l'accompagnement de la stratégie, qui sont les cabinets comptables, par exemple, sont d'excellents prescripteurs pour nous. Parce qu'en fait, ils détectent les besoins de communication avant nous. Donc, on peut essayer de mettre en place des stratégies avec eux, de partenariat. Donc, il faut trouver ce win-win dont je parlais tout à l'heure. Donc, bien comprendre quels sont leurs objectifs et leurs cibles. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner aussi de nous transférer du business. Mais il y a des choses à mettre en place. Ça peut être aussi, par exemple, nous, on a des partenariats avec des plateformes de freelance ou des services aux freelance. Donc, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Nous, c'est de proposer des services peut-être avec un discount à notre communauté, enfin à la communauté des freelance, et eux, gagner des clients. Donc là, par exemple, on peut faire un partenariat avec de l'affiliation, ou pas, mais par exemple avec de l'affiliation. Après, donc, ils gagnent une commission. C'est ça. En gros, là, si on met de l'affiliation en place sur cet exemple-là, c'est, je sais pas, vous avez un acteur, un logiciel CRM qui est partenaire de la collab. Il va faire un discount de 10% aux freelance de la collab et il va nous rétribuer en tant que la collab, par exemple, pour financer le modèle de la collab, je sais pas, 10% aussi, quoi, par exemple. Donc ça, c'est du partenariat type affiliation. C'est un exemple de partenariat. Après, vous pouvez avoir des partenariats qui sont basés sur l'échange de visibilité. Donc, sur l'échange de visibilité, ça peut être intéressant quand vous avez des stratégies, par exemple SEO, que vous cherchez à avoir des backlinks. Du coup, ça peut être écrire un article de blog en guest blogging. Ouais. En plus, derrière, vous croisez avec un repartage sur les réseaux sociaux, sur les deux communautés. Comme ça, on fait l'échange de visibilité. Donc, ça le peut guest blogging, c'est donc écrire chacun un article sur le blog de l'autre entreprise. Exactement. Qui parle de l'entreprise pour échanger finalement des liens croisés. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Ça marche très bien, ça, pour le SEO. Ça, c'est une pratique assez commune, ouais. On réutilise le content pour en faire un petit carousel LinkedIn, un petit Reels Instagram. Bien sûr. Et on fait un jeu concours pour faire gagner quelque chose en commun, par exemple. Ouais. Donc, ça, c'est échange de visibilité. Ça peut être une invitation sur un podcast. Ça peut être l'organisation d'un webinaire en commun. Il peut y avoir plein de choses. Après, vous avez encore une autre typologie de partenariat. Ça va être plus les partenariats business qui vont être alors plus soit sur l'affiliation, comme je disais tout à l'heure, soit sur l'apport d'affaires. Donc, un cabinet comptable qui nous renvoie des affaires, on va le rémunérer en apport d'affaires pour ça. D'ailleurs, c'est aussi un modèle qu'on a mis en place pour les freelances du collectif. Tu le disais tout à l'heure, en fait, on est tous partenaires. C'est-à-dire que quand un freelance amène un projet à la collab, il va toucher 5% de l'apport d'affaires sur le projet entier qui a été validé par le client. Donc ça encourage aussi sur la partie monétisation. Et après, dans les partenariats, vous avez aussi tout ce qui est co-marketing qu'on appelle. Donc, c'est la co-création d'une offre. J'avais pas entendu ce mot depuis les cours de marketing, quoi. Ah oui? Oh, le co-marketing. Ça existe, hein, ça marche plutôt bien. Ah ouais, je revois ma prof de marketing, là. Avec le co-branding. Le co-branding. Ah oui, je me souviens, elle me sortait des emballages, là. Elle me disait, ça, c'est du co-marketing ou du co-branding? C'est ça. Je devrais modifier la voix. Elle va se reconnaître. Elle était gentille. Elle aimait bien. Mais putain, co-marketing, oui. Faire un produit à deux marques, donc, si je me souviens bien des cours de marketing. Dans le service, ça marche trop bien. Enfin, par exemple, nous, on a voulu tester on avait une appétence sur la partie marque employeur. Ah ouais. On l'a fait avec un cabinet RH. Et du coup, on a fait un co-marketing, on a lancé une offre ensemble, qu'on a commercialisée ensemble. Donc, c'est-à-dire que, on a co-créé, co-brandé, on a fait des événements ensemble pour commercialiser l'offre. Ça nous a permis de toucher leur clientèle et eux toucher notre clientèle. Déjà, donc on multiplie les opportunités et en plus de ça, ça nous permettait à nous de tester, tu vois, aussi le produit, le marché, le service avant de pouvoir, avant peut-être de le développer d'une façon différente dans notre propre structure, de façon individuelle.
Ok. Mais cette notion de partenariat, elle est intéressante. Enfin, nous, elle est dans notre ADN à la collab parce que bah, la collaboration, quoi. Et donc, la collaboration, elle est partout, quoi. Ouais, voilà, le collectif, elle est partout. Donc ça, c'est quelques exemples de partenariats, on va dire, très concrets, de stratégies de partenariat très concrets. Pour moi, c'est vraiment augmenter la visibilité, augmenter la notoriété de sa marque et surtout mener des actions marketing qui ont souvent un coût inférieur à une action payante. Parce que si vous le faites bien, la stratégie de partenariat, que vous avez bien segmenté vos partenaires, qu'ensuite vous savez bien qui sont les partenaires qui sont stratégiques, vous pouvez aller uniquement sur eux. Si vous savez que les comptables, c'est votre super partenaire, vous pouvez démarcher tous les cabinets comptables ensuite et créer toutes les opportunités. Ah oui, voilà, scale. C'est ça. Si vous savez qu'est-ce que vous pouvez leur apporter et qu'est-ce que eux vous apportent, c'est quelque chose que vous pouvez dupliquer, quoi. Tu as un exemple d'un partenariat qui a été vraiment fructueux pour vous? J'en ai plein, hein. Est-ce que tu peux nous en expliciter un, nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Est-ce que les deux parties gagnent et comment ça fonctionne? Alors, j'en ai un côté client et j'en ai un côté freelance. Parfait. Je vais commencer par le côté freelance. C'est du coup, je le cite, c'est le cabinet comptable Number, qui est un cabinet d'expertise comptable qui est spécialisé sur des indépendants. Et du coup, nous, notre objectif, ils sont présents partout en France. Nous, notre objectif, c'est de recruter des freelances, notamment dans des villes qu'on ouvre, des nouvelles villes, se faire connaître. Et donc, et eux, c'est de trouver des clients qui sont les freelances. Et du coup, on va monter des opérations ensemble, communes, notamment des événements, pour faire matcher nos communautés et même mutualiser des moyens et des efforts. Un événement, s'il faut louer un lieu, payer un traiteur, mettre un peu de pub sur les réseaux, au lieu que ça vous coûte 100 € tout seul, avec Number, on divise par 2, quoi. Ou s'il y a un troisième acteur, on divise par 3. Et nous, concrètement, c'est un vivier de recrutement de freelance qui est très bon et qui nous permet d'atteindre nos objectifs, notamment quand on ouvre une ville. Donc, ces dispositifs qu'on a un peu avec eux, chaque fois qu'on ouvre une ville, on le met en place parce qu'on sait que ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs de référencement freelance. Côté client, il y en a plusieurs qui fonctionnent. Par exemple, on travaille avec des agences en stratégie de développement d'entreprises qui vont aider les entreprises, notamment à monter des dossiers de financement et de subvention. Du coup, nous, des fois, on détecte qu'il y a un problème de budget pour financer nos prestations. Et donc, au lieu de leur dire, non, ça passe pas, on dit, peut-être que vous pourriez essayer de débloquer une subvention. Et du coup, on a un partenaire qui s'occupe de ça. Et du coup, on renvoie vers le partenaire qui va accompagner dans le montage du dossier. Et du coup, aller chercher la subvention. Et du coup, après, nous, ça nous revient sur le business. Et eux, de la même façon, comme je disais tout à l'heure, ils détectent très souvent des entreprises qui ont des besoins de com pour se développer. Et donc, nous renvoient l'affaire. Parce que ces entreprises cherchent des subventions et du coup, après, elles vont avoir plein de projets qu'elles vont mettre en place une fois qu'elles les ont eu. Et vous connaissez pas avant. C'est ça. Et des fois, il faut des devis même pour demander les subventions. Et donc, du coup, ils savaient pas à qui demander. Donc, voilà. Il y a une prescription dessus. Et par exemple, avec cette agence, on va même plus loin que laisser faire les opportunités. On avait créé une landing page carrément pour pouvoir que tous les personnes qui travaillent dans cette agence et nous puissent déposer le contact de la personne en commun, quoi. Donc ça nous permet aussi de faire le tracking et de suivre comment rentrer les leads et tout ça. Et avec eux même, parfois on peut se poser autour de la table, je sais pas, à fréquence de tous les 6 mois ou tous les ans. Si on sent que le partenariat se tasse un peu, on pense plus autant l'un à l'autre, on va aussi se poser autour de la table et se dire, OK, voici mes clients de l'année. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des mises en relation qui pourraient être faites
pour se mettre en contact. Et donc là, quand tu te mets tes clients de l'année, tu dis eux, ils ont encore des projets, ils savent pas comment les financer, il faut que je te mette en contact, tu vois. Et eux, de la même façon, ils vont regarder leurs clients de l'année et se dire, eux, ils auraient quand même vraiment besoin de refaire leur site internet. On va peut-être leur pousser l'idée et leur pousser la collab. Et ça, c'est des mises en relation qui ont quand même beaucoup de valeur parce que c'est une reco, quoi. Donc, c'est des systèmes à avoir, en fait, à te dire, en fait, chaque temps de temps, je vais je vais passer dans mon système, ok, j'ai tel partenaire, quelle synergie je peux mettre en place. J'imagine qu'il y a aussi peut-être aussi pareil pour les personnes. Périodiquement, je vais aller voir, est-ce que tu as des systèmes comme ça? Tout à fait, tous les ans. On a des périodes de campagne de réactivation, donc que ce soit côté freelance ou que ce soit côté partenaire notamment, et même côté client d'ailleurs, parce que réactivation d'un client, le projet est fini, tu vas voir où ça en est, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, est-ce qu'on peut aider sur d'autres projets. Et du coup, nous, c'est souvent genre, par exemple, le mois de février, c'est la réactivation des freelances. Souvent, c'est au mois de juin qu'on fait la réactivation partenariat, et c'est souvent vers octobre qu'on fait les réactivations clients, quoi. Et donc, quand on dit, ok, on lance la réactivation, c'est vrai qu'il y a un certain dispositif avec des emails types qu'on envoie. On essaye de reprendre contact, de reprendre des rendez-vous, de refaire le point. Il y a 700 personnes. Voilà. Et pour les free, alors on a carrément pour les free, en fait, on fait ce qu'on appelle une campagne d'inactivité. Donc ce sont alors on a des critères d'inactivité. Donc t'es un freelance inactif dans le collectif si tu n'as pris aucune mission, t'as généré aucun chiffre d'affaires, t'as refusé toutes les missions, t'étais pas dispo. Si tu n'as envoyé aucun lead dans l'année au collectif, donc t'as envoyé aucun business. Si t'as participé à aucun événement dans ta ville en local, ou un événement parce qu'on a des événements en local et on a des événements au globaux au sens du collectif plutôt en visio pour les gens qui sont pas au cœur des villes et qui peuvent pas toujours se déplacer dans les villes, quoi. Par exemple, on a quand même des free. J'ai un free qui est en Thaïlande là, donc il peut pas aller dans les événements, mais du coup il participe à ceux en visio, quoi. Ok. D'accord. Pour garder le lien, entretenir la relation et qu'on ait envie de travailler avec lui. Pas mettre un robot avec un écran Teams au milieu d'une after work avec des gens en vrai. Ça doit être compliqué quand même. Les gens qui font. Ah ouais, ça doit être compliqué quand même. Déjà quand on fait des réunions hybrides, des fois c'est chaud, mais. Alors vous nous entendez, non? Ouais, c'est ça. Vous avez tous parlé en même temps. Ça fait 5 minutes que je lève la main. Ouais, c'est ça. Mais ouais, carrément. Et c'était super intéressant ce que tu disais aussi tout à l'heure sur les outils que tu mettais carrément en place, des landing pages pour tes partenaires, pour qu'ils puissent justement faire les actions plus facilement plutôt que d'envoyer un message avec le lead et tout ça. Clairement. Ça s'intègre directement dans ton CRM direct, j'imagine. Ouais. Ils sont super forts les agents immobiliers aussi pour ça. Ouais. Ouais, j'avais eu un mec que j'avais rencontré. Et en gros, il m'avait dit qu'en gros, c'était de l'apport d'affaires, grosso modo. Il disait, si jamais t'entends parler de quelqu'un qui vend sa maison, faut que t'installes mon appli, et comme ça, tu touches une commission, et puis moi aussi. C'était méga pushy. Ouais. Méga pushy. Je l'ai pas fait. Je l'ai bloqué. T'as carrément bloqué. Ne faites pas cette technique. Au bout de la 3e fois, il m'a demandé de télécharger son appli, je lui ai dit, va te faire enculer. Ne faites pas cette technique, finalement, ça marche pas. Mettre en place des outils. C'est incroyable. Alors, je pense que ce qui est important, c'est que les outils soient faciles à utiliser, qu'il n'y ait pas de friction. Parce que télécharger une appli, c'est quand même, méga friction, là. Ouais, méga friction. Juste avoir un lien sur une landing page ou, savoir comment on y va. Et encore, il faut retrouver le lien après, quoi. Ouais. Après, là, on est en B2B. On est moins en B2C, tu vois. C'est pas quelque chose que je ferais faire en B2C, mais en B2C, un code promo, c'est très bien, quoi. Ou, je sais pas, quelque chose qui fait bref, quelque chose qui permet de faciliter l'action, de diminuer la friction, quoi. C'est ça, ouais. Et qui est intégré dans le process, en fait, ça va direct dans ton pipe, tu sais que ça se perd pas dans les messages ou dans les mails. Ouais. Directement, mais intégré aussi au process de ton interlocuteur. C'est-à-dire que cette landing page a marché bien avec eux parce que eux, ils étaient habitués à ce genre de fonctionnement, mais peut ne pas marcher avec un autre interlocuteur parce que c'est un effort trop important, quoi. Donc à décider en fonction
de l'interlocuteur et de ses us et coutumes. Exactement. S'adapter. D'accord. Bon, on a parlé du coup de comment rencontrer de nouvelles personnes, comment leur parler du fromage pendant un événement, et pas que. Du coup, comment entretenir son réseau, t'en as parlé, de choper des intros aussi, capitaliser dessus. La reco. Voilà, très intéressant. Aujourd'hui, ça fait énormément c'est 80% du 60% de réseau. Le CA de la collab aujourd'hui, c'est 60% de réseau, c'est-à-dire que c'est des leads qui entrent par du réseau, c'est pas du paid, c'est pas par des freelances en fait. 60% du chiffre d'affaires de la collab est généré par les freelances eux-mêmes, les leads du réseau de freelance. En gros, les freelances, ils ont accès à des projets auxquels ils ne peuvent pas répondre seuls la plupart du temps. Ou alors, c'est un projet, enfin, c'est un développeur qui vient de livrer un site pour son client. Son client lui demande un community manager. Et du coup, il renvoie vers le collectif. Ou c'est un community manager qui est complètement full sous l'eau, qui fait pourtant partie du collectif. Et du coup, il va dire à son prospect, écoute, je suis désolé là, j'ai plus de bande passante. Par contre, je fais partie d'un collectif, tu peux y aller, etc. Donc c'est 60% du chiffre d'affaires. Et ensuite, tu peux rajouter 20% sur la partie partenariale qui vont que les partenariats qu'on anime nous génèrent 20 autres % du chiffre d'affaires. Donc, on peut dire que 80% est fait sur une dynamique de partenariat, collaboration, réseau du chiffre d'affaires de la collab. Et d'ailleurs, il n'y a pas de commercial à la collab. Ouais, c'est ouf ça. Aucun commercial. Alors après, t'en fais un peu forcément, mais... Alors, moi, dans ma casquette de directrice du développement, je vais chaque freelance fait un peu de commercial. Une vision. Je vais insuffler une vision, je vais insuffler une stratégie, je vais donner des outils, je vais donner des moyens pour que les freelances puissent aller parler, etc. Je vais peut-être monter à un rendez-vous, alors plutôt un gros appel d'offres en soutenance ou un gros rendez-vous client, plutôt grand groupe quand il y a un fort enjeu. Mais je vais jamais faire si je fais de la prospection, mais je fais de la prospection avant tout pour moi en fait. Enfin, quand je vais à un événement, je suis Laura comme je me suis présentée ici, je suis Laura Streski, je suis chef de projet en marketing digital en freelance et j'ai cofondé un collectif. Mais je vais d'abord essayer de montrer ma valeur à moi, me positionner à moi et mettre en avant le collectif qui est un gros plus pour moi et qui va peut-être me permettre d'avoir des projets plus gros, quoi. Ouais, au fond, tous les freelances sont un peu des commerciaux. Oui. T'en as plein. Il y a une phrase comme ça qui était rigolote. C'est être freelance, c'est avoir tous les inconvénients de l'entrepreneuriat et aucun des inconvénients du salarié. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, t'es obligé de faire ta compta, t'es obligé de trouver tes clients. C'est ça. Et du coup, tu fais un peu moins ton boulot, mais t'es indépendant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais. Mais en vrai... Enfin, après, quand je dis il n'y a pas de commerciaux, parce que, en fait, là, je sais que nous, tous les freelances, et moi la première, on n'est pas né commercial, quoi. Enfin, on le fait par défaut, comme tu dis, mais parce qu'il faut le faire. Mais du coup, c'est vrai que, alors, par exemple, quand on est en concurrence face à des agences, ou en face, on a des vrais commerciaux, des fois, on a eu des feedbacks comme quoi, justement, on n'était pas assez commercial, quoi. On se vendait pas assez. On était trop sur nos expertises et on n'était pas assez sur le bénéfice client. Ouais, voilà, le bénéfice client, le discours, le commercial, il sait dire ce que le client a envie d'entendre, quoi. Ouais, mais derrière, peut-être qu'il y a un peu plus d'alignement entre votre expertise qui va être délivrée et ce qui vous a été vendu. C'est ça. Mais donc, tout ça pour dire que donc ces stratégies qu'on a explicitées pendant maintenant 1h04 marchent et c'est très bien, marchent et rapportent du coup en tout, si on ajoute partenariat plus réseau, 800 000 € par an au collectif de freelance, du coup, la collab. Moi, je trouve qu'on a bien fait le tour du sujet, du réseau. Ouais, c'est pas mal. J'ai des petites questions de la fin. D'accord. Que je pose à chaque fois, c'est toujours les mêmes. Hein. Bon, c'est pas compliqué. Et d'abord, la première, c'est j'ai envie qu'on évoque un tout petit peu les personnes qui t'ont inspiré, qui ont un peu changé ta vision des choses ou je sais pas, tes inspirations.
J'en ai déjà quand même cité une, Ouais, Karine Karine. Tardon. Ouais, franchement, je me souviendrai toujours le jour où elle lui a dit non mais Laura, tu vois, tout le monde dit que j'ai réussi, mais là je suis à un résultat de moins de 100 000 quoi. Oui. Enfin, elle a une vision, tu vois, de la vie, de l'argent, du business, enfin, qui est super éloignée de moi et en même temps qui m'a fait beaucoup de bien à entendre. Donc ouais, j'ai envie de redire Karine. Après, j'idéalise. J'ai jamais, tu vois, été très fan. Même petite, j'étais pas fan de quelqu'un, etc. Je prends beaucoup d'influence un peu partout. J'écoute, mais j'arrive pas à te dire vraiment, voilà. Déjà, enfin, peut-être Karine quand même, Ouais. mais T'as un conseil vraiment qui t'a marqué? Ou une notion? je pense que le côté oser, enfin, tous les discours autour de oser, lâcher prise, oser, écoutez-vous, faites-vous confiance, tu vois, tout ça un peu, c'est ce qui me semble le plus porteur. Et d'ailleurs, moi, je suis une acharnée du travail. J'en ai pas tout évoqué de mon spectre entrepreneurial, mais je suis quand même une acharnée du travail. Je peux tranquille travailler de 6h du matin jusqu'à 23h le soir, quoi. 7 jours sur 7 ou pas? Je l'ai eu fait, sans problème. Je le fais plus, enfin, il y a rien sans rien pour moi dans la vie. Le travail, c'est clé. Mais je voulais parler juste d'un autre travail, c'est le travail sur soi. Parce que finalement, ça, c'est encore plus moteur. C'est que j'ai énormément travaillé sur moi. En rencontre, tu vois, j'ai été accompagnée par une coach pendant 7 ou 8 mois. Et je sais que cette coach, elle m'a débloqué et désamorcé des choses sur moi qui m'ont fait gagner 3 ans de maturité professionnelle et qui m'ont fait passer des caps, en fait. Et donc, prendre le temps de travailler sur soi, c'est-à-dire bien se connaître, de bien se comprendre, et d'apprendre à aimer ce qu'on est, ce qu'on fait, etc. Ça va donner beaucoup plus de confiance, de charisme, et ça va, enfin voilà. En fait, c'est vous le driver de votre vie, quoi, et de votre carrière professionnelle. Le driver, c'est votre capacité à oser, c'est votre ambition. Donc, travaillez sur vous, prenez soin de vous pour, à mon sens, exceller en fait dans votre projet professionnel ensuite, quoi. Est-ce que tu dirais que n'importe quel freelance ou entrepreneur a besoin d'un coach? Moi, je le conseille à tout le monde. Et même sans parler des freelances, même des salariés. Je pense que c'est hyper utile. Et là, moi, j'ai fait cette session il y a peut-être 3 ou 4 ans maintenant. Et je sais que peut-être, bon, là, je vais avoir pas mal de changements dans ma vie, sur le plan perso, mais je pense que je referai un appel au coaching une deuxième fois, pour accélérer sur de nouveaux points, sans doute. Et ouais, je pense que c'est un très bon investissement. Est-ce que c'est une histoire de personne ou est-ce que c'est une histoire de point de vue extérieur, quel qu'il soit, qui te fait avancer? Alors, je pense que c'est comment choisir son coach, en gros, la question. Ouais. Un petit peu. Mais c'est aussi, est-ce que c'est pas n'importe qui avec un regard extérieur arrive à te faire débloquer des trucs que toi tu peux pas avoir tout seul? Ça, c'est sûr. Ça, je pense que c'est sûr. Mais comment choisir son coach découle aussi. Ouais, mais alors je pense que c'est sûr que le point de vue extérieur, de toute façon, quelqu'un qui reste coincé dans son idée sans jamais en discuter, c'est comme un entrepreneur. Quand tu sais, on dit, il faut pas qu'il ait peur de dire son idée au début parce qu'en fait, il faut y aller, il faut aller tester au marché, il faut se confronter, il faut avoir du feedback. Le feedback, c'est ce qui te fait avancer en vrai. Donc ça, je pense que c'est un point positif. Mais le coach, en fait, il a une méthodologie quand même sur laquelle il te fait avancer normalement. Sa démarche, elle est structurée. Parce que quand des fois tu écoutes trop de gens sur trop de sujets, etc., ça peut aussi complètement te perdre. Que le coach, il te fait toujours te recentrer sur toi. Et c'est toi qui as la réponse. C'est toi qui décide. C'est pas, le coach va pas te dire ce que tu dois faire. Il va t'aider à trouver ce que, en fait, toi réellement, tu penses que tu dois faire. En fait. Et c'est ça qui est fort, en fait. Et c'est pour ça que c'est une connexion à soi et que c'est un travail sur soi d'être accompagné par un coach. Parce que, en fait, c'est pas aller piocher des idées à droite à gauche. C'est aller piocher dans soi. Et quand on pioche dans soi, c'est là où on a la meilleure réponse, je pense. Parce que on va prendre des décisions, on va avoir une posture et on va faire des choses qui nous ressemblent vraiment. Et si on est entier quand on fait les choses, ça marchera 100 fois mieux
que si on essaye d'imiter ce que fait quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça c'est... Ouais. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai réfléchi en même temps, du coup, j'ai pas enchaîné. Mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ça, c'est ma vision un peu qui a... Ouais, ça, c'est un vrai switch dans mon état d'esprit. Je vois. Mais c'est vrai que en fait, des fois, t'arrives à... Même entre potes, tu vois, des fois, en fait, t'as des personnes qui te parlent de leur projet, tout ça, ou justement de ce qu'ils font pas. Ouais. Et en fait, tu leur éclates leur vérité facilement, en fait. Et eux, ils sont là, mais... Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est évident d'un point de vue extérieur. Et oui. C'est introuvable d'un point de vue intérieur. Ouais. Parce que, ouais, c'est compliqué. Mais bon, donc, un coach, très utile. Ouais, moi je trouve. Pour n'importe qui, entrepreneur, salarié, freelance. C'est ça. Et il faut choisir un bon coach, quoi. Enfin, après, un bon coach, c'est quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, je pense, déjà. Et voilà, quelqu'un, vous savez qu'il a accompagné d'autres personnes et que ça a fait porter ses fruits. Faites travailler la reco. Ouais. Ok. Ok, très bien. Est-ce que tu as des ressources et des outils, alors soit que tu utilises tous les jours, soit qui sont spécialisés sur vraiment le réseau? Bah alors sur le réseau, ouais, bah du coup sur tout le côté stratégie de partenariat, on se disait que c'était quand même un domaine assez peu documenté, mais effectivement il y a le podcast de Marketing Square avec Caroline qui parle beaucoup de cette partie partenariat, et c'est très intéressant si vous voulez creuser le sujet, je trouve. Et que pour moi c'est un levier hyper fort d'une entreprise et qui est bien trop sous-exploité dans la plupart des entreprises, que ce soit en B2C ou en B2B. Donc ça c'est un premier sujet. Moi sur la partie inspiration, tu vois, moi j'écoute beaucoup le podcast de Pauline Legnaud, avec ses histoires d'entrepreneurs, en fait. C'est voilà, ses parcours. Enfin, j'aime bien comment elle questionne, etc. Donc ça c'est très inspirant, je trouve, pour moi. Et après, moi mes lectures, ça va être plus dans l'univers du marketing et de la com. Moi, je lis, par exemple, l'ADN tous les matins. Donc ça, c'est plutôt vraiment le pur market com, quoi. Je vais avoir... là, en ce moment, je lis et je pratique beaucoup sur l'IA, sur le Web3, sur la crypto-monnaie. Enfin, ça, c'est les sujets qui me passionnent. Tu prends ce tournant. Ouais, voilà, la crypto, j'ai déjà pris depuis un petit moment, mais oui, ouais, ça me passionne parce que je sens que c'est demain, quoi. Enfin, aujourd'hui même. Ouais. On est déjà dans aujourd'hui. Et voilà. En ressources. Enfin, après, je lis plein de trucs. Je lis des trucs sur la gestion de projet aussi. Pas mal. Okay. Mais voilà, c'est à peu près tout. Moi, je suis newsletter et podcast beaucoup. Okay. Et un peu vidéo pour la crypto. D'accord, newsletter et podcast. Très bien. Bon, bah super. On a fait le tour de mes questions. J'ai une dernière question. Après, je te libère. C'est si tu devais inviter une ou plusieurs personnes sur ce podcast, qui est-ce que ce serait? Bah, je t'avoue que je pense que du coup Karine, dont je t'ai parlé beaucoup, elle serait surpassionnante. Ouais. Après, des gens sur la crypto, sur le Web3 et tout, ça serait carrément ultra intéressant. Ok, t'avais personne en particulier? J'ai pas une personne en particulier, mais un expert Web3 ou métaverse, tu vois, par exemple. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais... Non, on n'en a pas encore parlé. Bah, il faut, je pense. Ça peut être hyper intéressant. Et non, bah voilà. Ok. Bon, bah très bien. Avec tous ces bons mots, déjà, je te remercie d'avoir parlé de tout ça, parce que c'est un sujet, comme tu l'as dit, qui est peu documenté. Ouais. Et en fait, beaucoup de personnes essaient de faire passer ces méthodes pour de l'inné, pour du
Ouais. de l'acquis, de l'habitude, quelque chose qui est en eux. Ouais. Voilà, donc. Mais moi, c'était pas une méthode, tu vois. Que t'avais consciemment. Ouais, que ça s'est fait comme ça. Après, moi, j'ai plutôt essayé de documenter a posteriori parce qu'aujourd'hui, je suis en train de dupliquer. Ouais. Et que du coup, quand tu dupliques, il faut reposer la stratégie, il faut avoir la méthode, avoir le process qu'il y a derrière. Et c'est là que finalement, tu en ressors un petit peu des choses comme ça. Mais moi, c'était vraiment plutôt naturel et spontané. Et ça faisait partie de l'ADN de la collab et un peu de l'ADN sans doute de la personne que je suis, quoi. Ouais. Ok. Bon, super. Écoute, est-ce que t'as un mot à rajouter avant qu'on chine pour la fin ? Écoute, j'ai passé un très bon moment. J'espère que ça t'a apporté à toi déjà, ouais, et puis à toutes les personnes qui nous écouteront. Ça m'a plu de faire l'exercice justement de travailler, de parler sur ce sujet. Et je serais ravie aussi d'écouter peut-être des gens qui ont des stratégies de partenariat en B2B ou voilà, des stratégies de réseau, de création de communauté, de comment ils travaillent la cooptation, la reco. Voilà, sur des commentaires, etc. J'irai jeter un petit coup d'œil pour peut-être continuer le débat et l'échange en commentaire. Justement, s'ils ont envie de te parler ou d'échanger un peu plus longuement avec toi, où est-ce qu'on te rejoint ? Sur LinkedIn, je pense que c'est très bien. Je suis très connectée, je me connecte régulièrement. Donc Laura Streleski. Donc je mettrai ça dans les notes de l'épisode parce que je vais pas l'épeler. Mais avec grand plaisir, pour discuter freelancing, future of work, Web3, crypto-monnaie, communication, marketing. Voilà, et si vous voulez rejoindre la plaisir. collab, il y a juste un formulaire d'inscription sur le site de la collab, ça sert à rien de lui envoyer un message. Mais vous allez sur lacollab.com, rejoindre le collectif et il y a un petit onboarding qui vous attend en plusieurs étapes et qui se finit par une rencontre parce que c'est obligé de prendre le temps de se connaître pour faire partie de l'aventure. Super. Bon, on va chiner parce qu'on n'a pas chiné au début. Ah oui. Et puis moi, en plus, mine de rien, ça me permet de synchroniser le son, ce qui est bien pratique. D'accord. Allez, chin. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Laura. Je suis super content de l'échange qu'on a eu, ça m'a porté au taquet. N'oublie pas, laisse-nous un commentaire ou partage la vidéo, ça va nous aider énormément. Ou si t'es sur Apple Podcast, je sais pas, mets 5 étoiles, mais fais quelque chose pour nous aider à percer un tout petit peu plus et à avoir un peu plus d'impact sur ce monde du marketing. On met beaucoup de cœur à faire ce podcast et du coup, toi, ça te prend 5 minutes, 5 secondes et ça nous aide énormément. Voilà. Un grand merci encore à Factory 5.42 pour la production, pour le studio et on se retrouve la semaine prochaine dans le prochain épisode de l'Aftermarket.